Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, Simon, ancien prof de philo, reconverti dans le coaching, qui est une des rares personnes à prendre plaisir à lire Platon. Merci Simon, et aujourd'hui on vous propose de parler de pédagogie. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la pédagogie? Là, c'est une bonne question. Ce qu'on pourrait dire de la pédagogie, c'est déjà que il faudrait enfin, voilà, c'est une relation dynamique déjà entre quelqu'un qui saurait quelque chose face à quelqu'un qui ne saurait pas. Tu peux pas être pédagogue tout seul, déjà, même si tu peux continuer d'apprendre. Et de plus, on pourrait dire aussi de la pédagogie, que c'est aussi, ça requiert un ensemble de techniques dans le but de vraiment transmettre non seulement l'information, mais permettre à l'apprenant de pouvoir utiliser cette information. Parce que tu vois, si tu me demandes un truc, je sais pas comment on fait des crêpes, et, si je suis pas pédagogue, je peux juste te dire, bah tiens, tu prends des œufs, de la farine et tu te démerdes. Et là, ça ne fonctionnerait pas. Pourtant, j'essaye de faire preuve de pédagogie. Alors que un bon pédagogue, ça me fait penser un peu aux inconnus entre le bon et le mauvais chasseur. Le bon pédagogue, c'est celui qui inviterait en fait la personne non seulement à apprendre, mais à aimer apprendre et à aimer utiliser ce qu'il apprend. Mais pour ça, il faut que le sachant du coup, soit face à un apprenant qui accepte le fait de ne pas savoir. Parce que tu as des personnes qui ne savent pas, mais qui refusent de reconnaître qu'ils ne savent pas. Et donc, tu peux être le meilleur pédagogue du monde. Si en face de toi, tu as quelqu'un de complètement hermétique en disant non, j'ai pas besoin de leçons à retenir, etc., etc., dans ce cas, il n'y a pas de pédagogie possible. Ça me rappelle les quatre niveaux d'apprentissage quand tu es incompétent, inconscient. Ouais, Donc ça, en gros, quand tu es incompétent, inconscient, c'est que tu ne sais pas que tu ne sais pas. c'est ça. Ouais. Et là, c'est difficile d'apprendre en tant Mhm. qu'apprenant. Alors que lorsque tu bascules du côté j'ai conscience que je suis incompétent, Mhm. c'est là que tu peux, à la rigueur, accueillir l'enseignement de quelqu'un d'autre. Parce que tu sais que tu Ouais. as une lacune, tu as Mhm. conscience de ça. Et lui, il va t'amener du point où tu es consciemment incompétent à un point où tu es consciemment compétent. C'est ça. Il faut, mais il faut quand même un acte de volonté de la part de la personne qui doit apprendre, en tout cas qui veut apprendre, parce que il faut qu'il soit réceptif au message. Et là, du coup, peut-être que du coup, le bon pédagogue, c'est celui qui arrive à donner envie, en fait, à apprendre. Parce que c'est rare d'être quand même face à quelqu'un de complètement hermétique qui dit non, j'ai pas de leçon à recevoir, moi je sais tout, tout vu, tout vécu, etc. Ça existe, on appelle ça des cons, mais, mais c'est quand même plus rare que ce qu'on pourrait le penser. Donc c'est pour ça que je pense vraiment dans la pédagogie, il y a à la fois le sachant, mais qui ne doit... En fait, on en revient toujours un petit peu dans tous les épisodes à un juste équilibre. Parce qu'il faut quelqu'un qui soit le sachant, donc le pédagogue, qui accepte lui aussi de ne pas tout savoir, parce que sinon ça veut dire Pourquoi? qu'il a... Bah, parce que sinon ça veut dire que... Ça c'est Kant, du coup, dans... Je ne sais plus exactement, il a écrit un petit bouquin sur l'éducation, mais je ne sais plus lequel, où il se pose la question du coup, des éducateurs, éducatrices. Mais il se dit, OK, d'accord, il y a des personnes qui sont là pour faire la pédagogie, généralement à la base, c'est plutôt des enfants. Le terme pédagogie qui a ensuite été repris dans tout ce qui est pédopsychiatrie, etc. Mais qui éduque les éducateurs? Il y a, à travers ça, il y a Kant donne un point entre deux choses, c'est que d'une part, qui éduque les éducateurs, du coup, est-ce que ce qu'ils partagent, c'est la vérité? Que tu peux très bien être hyper bon pédagogue et enseigner que la Terre est plate. Avec un petit peu le Jamy de C'est pas sorcier, avec un bon schéma, etc., où tu as l'impression que c'est vrai, et le pédagogue serait persuadé que c'est vrai. Mais du coup, tu t'enseignes vraiment n'importe quoi. Et donc, Kant soulève deux choses à travers cette question. C'est premièrement la teneur en véracité de ce qu'on enseigne,
Et également, est-ce que dans le fait que l'apprentissage, c'est un jeu infini? Si on revient un petit peu dans nos anciens épisodes, quand on a parlé de jeu fini, jeu infini. Et donc, si tu deviens un pédagogue mais qui refuse de continuer d'apprendre, est-ce que du coup, tu peux transmettre l'amour de la connaissance? Oui, parce que c'est vrai que tu transmets ce que tu apprends finalement. Mm. Moi, par exemple, l'aquarelle, j'adore transmettre cet art parce que je continue d'apprendre de nouvelles choses. Mhm. Mmh. Donc, c'est vraiment une relation dynamique que tu peux transformer enfin, qui doit, dans l'idéal, se transformer en cercle vertueux entre le sachant, mais qui n'en sait pas trop. En tout cas, il en sait suffisamment pour enseigner, mais il continue d'apprendre pour perfectionner son art, et l'apprenant qui est conscient qu'il ne sait pas et qui a la volonté de continuer d'apprendre. Mais alors du coup, si on considère que le pédagogue doit aussi accepter de ne pas tout savoir, où est-ce que tu trouves l'équilibre entre, je t'enseigne quelque chose qui, pour moi, est vrai et en même Mhm. temps, ouais, mais j'ai conscience que je ne sais pas, donc la question que tu poses, peut-être que tu as ou en tout cas l'affirmation que tu avances en tant qu'apprenant, peut-être que tu as raison. Le truc, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Oui. Mhm. Donc comment tu fais le lien entre, heu, effectivement accepter que je ne sais pas tout et je transmets quand même ce que je sais? Mhm. Bah, c'est là tout le cœur de la philosophie. C'est Sophia Philae, qui est l'amour de la sagesse, notamment la sagesse pratique, que Aristote appelait ça la phronésis dans Éthique à Nicomaque. Et putain, j'ai vraiment des réflexes d'anciens, quand je faisais de la recherche en philo, vraiment citer toujours toutes les sources. La petite Euh, note de bas de page. oui, ouais, bah ouais, non, mais c'était clairement ça. Et donc, que Aristote appelait phronésis dans Éthique à Nicomaque, mais également, c'est la sagesse au sens de la connaissance. C'est préférer la connaissance au dogme. C'est vraiment le philosophe, c'est celui qui, tu vois, il y a de l'orage, il y a le quidam qui va dire, ah, c'est les dieux qui sont pas contents, et le philosophe qui va dire, peut-être pas, et qui va chercher justement à savoir pourquoi il y a de l'orage. Est-ce que c'est vraiment dû aux dieux? Est-ce que c'est pas autre chose? Est-ce que c'est pas un phénomène plutôt naturel qui peut s'expliquer par la raison? Même si des philosophes dans l'Antiquité disaient n'importe quoi. Chez Aristote, notamment, je sais plus je ne sais plus dans quel bouquin, mais il explique que la fumée va plutôt vers les cieux parce qu'elle est attirée par le ciel ou quelque chose comme ça. Qui avait eu pas mal de blagues de la part de Bruce Ben Amram de la chaîne Y Penser. Pour ceux qui connaissent cette chaîne, ils se moquaient souvent de ce pauvre Aristote. Alors qu'il a fait plein de trucs. Pour le coup, Aristote, c'était le symbole vraiment du philosophe qui voulait vraiment toujours tout savoir. Il disséquait des poulpes pour savoir d'où venait leur bec, des trucs comme ça. Il a essayé de toucher à tout. Il a dit beaucoup de bêtises, mais pour le coup, il avait l'intention de vraiment vouloir partager. Comment le pédagogue peut savoir si ce qu'il dit est la vérité? Je pense qu'il y a il y a une démarche, en fait, vraiment, peut-être une honnêteté. Peut-être faire un petit peu comme toi en chaque introduction, que tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien, qui est une phrase de Socrate. Mais, euh, mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on peut parler d'intention, l'intention de bien faire. Mmh. Ouais, Vérifier ses sources aussi. ouais, on en revient toujours à cette histoire d'intention, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment le cœur de chaque chose. L'équilibre et l'intention qu'on y met. Mmh. Et tout à l'heure, je reviens sur le fait que tu disais, un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui donne envie aussi Mhm. d'apprendre. Mais si du côté de l'apprenant, par exemple, moi, j'ai pas spécialement envie d'apprendre à changer les pneus, Ouais. mais s'il y a quelqu'un qui me dit: «Ah mais regarde à quel point c'est génial de changer les pneus. Regarde, tu peux le faire de 3 manières différentes, ça te fait gagner vachement de temps et tout». Il y a quand même un prérequis chez l'apprenant parce que tu peux pas tout apprendre. L'apprenant, il doit quand même avoir
un intérêt pour le domaine, un minimum. Ouais, je pense que effectivement, tu vois, si un pédagogue te dit, ouais, regarde, c'est génial comment changer un pneu, mais qui en plus te dit, imagine un jour, t'es sur la route, tu crèves un pneu, il drache, enfin, il drache, ça c'est dans le nord, il pleut à fond, euh, et du coup, t'es sous la pluie, tu sais pas changer ton pneu. Bah, tu seras bien content que je te l'ai appris. Donc là, peut-être, du coup, il répond à ton besoin. Donc là, peut-être que tu vas dire, OK, ça peut m'être utile. Peut-être qu'il y a, comme tu dis, l'intérêt de l'apprenant euh, pour, du coup, pour changer un pneu. Mais c'est vrai que quand je pense au lycée, ou enfin, surtout au lycée, à la fac, c'était différent pour moi, peut-être que pour toi aussi. Mais au lycée, tu apprenais des choses où tu voyais pas, en fait, à quoi ça Mm. allait te servir. Ouais. Je pense à la constante d'Avogadro. Je sais pas du tout ce que c'est. C'était un truc dans les sciences, ça, hein. Ouais. Ouais, donc il faut un minimum du côté de l'apprenant. Il faut aussi mmh, accepter de ne pas tout savoir du côté du pédagogue. Et quelque part, il y a aussi il y a une histoire de subjectivité parce que si tu veux avoir toutes les informations, tu peux aller sur Google, tu peux aller chercher sur Mhm. internet. En fait, tu as toutes les étapes pour faire telle recette. Mhm. Mais, je me demande si la pédagogie n'a pas évolué avec avant l'avènement d'internet finalement, avec avant le Ouais. partage de la connaissance pure. Mhm. Bon, ben, changer un pneu, il faut faire ça, 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 ça. Avec maintenant un partage de la connaissance, c'est sûr. Et là, ça rejoint le fait que tu dises: «Faut pas te dire des conneries non plus». Mhm. Mais donc ça, c'est vérifiable, hem, sous réserve qu'on fasse confiance à ce que internet nous sort. Mais à côté de ça, il y a aussi le fait de distiller son expérience personnelle là-dedans. Parce que qu'est-ce qui différencie un pédagogue vers qui tu auras envie d'aller, d'un pédagogue vers qui tu auras pas envie d'aller et qui Mhm. pourtant dispense les mêmes enseignements? Tu vois, si tu prends 2 personnes Ouais. qui diffusent le même message Mhm. à la même personne, dans les mêmes conditions, est-ce que le message sera reçu de manière identique ou différente? Bah, je pense que on en revient toujours à cette relation entre sachant, apprenant. Je pense qu'effectivement, il faut que ça matche. Là, je pense que t'es pas le seul formateur en aquarelle. Mmh, Euh, mais je pense que tes clients, ils apprécient la singularité qui fait que ce soit toi et pas un autre. mmh, De la même manière, je suis pas le seul coach spécialiste en reconversion pro, mais mes clients apprécient pour le coup ma pédagogie, parce que je leur explique vraiment tout ce qui se passe en eux, pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent. Et donc il y a toujours cette singularité, comme un élève va matcher avec un prof ou quoi que ce soit. Moi, j'ai adoré mon prof de philo, d'autres l'ont détesté. J'avais des élèves qui adoraient mes cours, d'autres qui s'en foutaient complètement. Et cependant, je faisais de mon mieux. Donc, il y a à la fois l'utilité du savoir, la personne trouve son compte, un petit peu comme en marketing, hein, le What is it for me, je crois que c'est ça en anglais. Et, le fait de dire, ouais, ok, t'es peut-être un bon prof, t'es un bon pédagogue, mais je m'en fous de ce que tu me dis. Donc, alors que, il y a cette singularité, cette unicité qui fait que tu peux pas forcément être le meilleur pédagogue du monde, mais peut-être que tu peux être un humain qui matche avec un autre humain. mmh. Ce qui va créer la pédagogie. Ouais, parce que est-ce que, l'art d'être un bon pédagogue, finalement, ça rejoint pas le fait d'être un bon comment on peut dire ça? Celui qui initie un mouvement et qui est habité par ce mouvement-là. Ouais, Comme que t'as Martin Luther King, est-ce Mhm. qu'on considère que c'était un bon pédagogue? Mais quelque part, il a emmené avec lui plein de Mhm. personnes qui ont adhéré à sa vision. Ouais. Alors là, c'est une vision qui était plutôt personnelle, c'était pas Mhm. forcément dans la transmission d'un art, mais, est-ce que la pédagogie, c'est pas un échec si les personnes veulent
adhérer à une vision, mais n'y arrivent pas parce qu'elles abandonnent, parce qu'elles lâchent en cours de route. Mmh. Ouais, bah, il y a peut-être un côté militant, un côté, leader, en fait. Je pense qu'un pédagogue doit faire preuve aussi peut-être de leadership pour emmener ses apprenants d'un point A au point B, au point où ils savent qu'ils ne savent pas. Donc ils sont, conscients, incompétents, vers le vers le conscient compétent. Mais le but final, je trouve, de la pédagogie, c'est de rendre les gens autonomes, ce qui fait qu'après, ils deviennent inconscients compétents. En tout cas, si je prends mes clients, le but d'un coaching, c'est qu'il y ait une fin. Et moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, ils soient autonomes dans le fait de gérer leur vie, qu'ils ont leur boulot, génèrent leur revenu, etc. Donc, il y a peut-être un côté, un petit peu comme dans le voyage du héros, où on est en quelque sorte des guides, ou le voyage du héros, ça chez Joseph Campbell, on trouve ça dans Star Wars, Le Hobbit, Harry Potter, etc. Où pour le coup, tiens, je vais prendre Harry Potter. Ça, je pense que ça parle à pas mal de monde. Au départ, vraiment, quand Harry ne sait pas qu'il est un sorcier, il est vraiment inconscient, incompétent. Il découvre ensuite qu'il est un sorcier, ça c'est Hagrid qui lui dit ça. Du coup, il est conscient, incompétent. Il suit son cursus scolaire, il rencontre le vieux sage qui a la figure de Dumbledore, il devient conscient, compétent. À un moment, je vais spoiler, mais Dumbledore meurt, il continue son apprentissage, mais du coup, à la fin, il finit sa scolarité, et il est inconscient, compétent, dans le sens où la sorcellerie est pour lui sa seconde nature, et il l'exerce de telle sorte à ce qu'il soit complètement autonome. Il y a peut-être ça aussi également chez un pédagogue où il y a au départ, l'apprenant, il est, alors du coup, je ne mélange pas, inconscient, incompétent. Il a une décision, peut-être qu'il a un besoin ou une envie, un désir d'apprendre quelque chose, donc il devient conscient, incompétent. Il suit un cursus, une formation, un coaching, il va en cours, il apprend quelque chose. Et à la fin de ce cursus, du coup, le but, c'est qu'il soit euh, inconscient, compétent. Et que Mmh. du coup, le pédagogue se retient. Ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Et j'ai l'impression que tu disais tout à l'heure le coaching et ça, j'ai l'impression qu'il y a 4 formes de pédagogie et est-ce que un bon pédagogue, c'est aussi la capacité à sélectionner la bonne forme de pédagogie par rapport à l'apprenant qu'il a en face de lui? En fait, tu as Mmh. la formation, Oui. celui qui est formateur, c'est-à-dire que c'est celui qui sait conceptualiser tout un cours, un parcours pédagogique et qui peut le dispenser à une personne comme il peut le dispenser à 1000, 10 000 personnes. Mmh. Et ça, c'est tout ce qu'on retrouve dans les formations en ligne Ouais. qu'on peut voir sur internet. Ensuite, tu as la posture de coach, Mmh. celui qui amène à travers une stratégie de questionnement l'apprenant à trouver ses propres réponses en lui-même parce que qui d'autre que soi-même est mieux placé pour trouver des solutions? En fait, moi, par rapport à mon vécu, je suis celui qui me connaît le mieux, Oui. en quelque part. En tout cas, qui Mmh. sait c je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Donc l'apprenant, c'est celui qui a toutes si en fait, on part du principe que c'est l'apprenant qui a toutes les réponses. Ouais. À ce moment-là, le coaching peut être quelque chose d'adapté. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez de plus ciblé. On peut pas le Mmh. faire à 10 000 personnes, Non, c'est clair. puisqu'il y a besoin d'une interaction, alors que la formation, il n'y en a pas forcément besoin. Mmh. Ensuite, il y a la posture de consultant. C'est celui qui dit à l'apprenant: «Bah, par rapport à ta situation, je te conseille de faire ça, 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 ça. Mmh. Je te conseille de mettre» donc c'est quand même personnalisé par rapport à de la formation, mais les conseils viennent directement de l'enseignant et non pas de l'apprenant. Ouais. Ensuite, il y a la posture de mentorat qui est celle de dire: «Voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà ce qui a fonctionné pour moi et maintenant récupère ce que tu as envie de récupérer Mmh. dans ce partage d'expérience». C'est Ouais. plus un partage d'expérience, le mentorat Mmh. Carrément. et en fonction de l'apprenant, bah, je pense qu'il faut savoir aussi placer le curseur au bon endroit. Parce Mmh. que là, si tu as une personne qui est plutôt,
dans l'écoute, bah, peut-être que la posture de mentorat et de consultant va être plus adaptée que Mhm. quelqu'un qui est vraiment tout de suite dans l'action, qui va tester plein de choses, où là, la formation sera peut-être plus adaptée, Mhm. ou quelqu'un qui a une bonne connaissance de lui-même, mais qui a du mal à formaliser ce qui se passe en lui. À ce moment-là, la posture de coach peut être plus adaptée. Mhm. Est-ce qu'un bon Ouais. pédagogue, c'est pas savoir choisir la bonne posture au bon moment par rapport à la bonne personne? Mhm. Bah, je pense que oui. C'est quelqu'un qui ait cette forme d'intelligence pour s'adapter à la personne qu'il a en face. Si le but, c'est d'aider les gens à croître, si, si tu sais, enfin, si tu arrives à t'adapter à la personne, tu vois, que tu restes pas enfermé dans un rôle en disant non, moi je suis que coach, donc je ne fais que poser des questions. À un moment, ça peut pas, tu vois, euh, par rapport à toi, si je prends ton expertise, peut-être que tu peux, à un moment, quand les gens ne savent pas faire d'aquarelle, ils savent pas faire d'aquarelle. Peuvent pas, peut-être que tu vas peut-être switcher d'abord dans le formateur pour apprendre de manière générale plutôt, l'aquarelle. Peut-être qu'après, tu vas passer dans le rôle de consultant en disant, maintenant, pour faire ton ciel, utilise plutôt ces pigments-là. À un moment, c'est une science, tu peux pas le deviner au fond d'elle. Tu peux lui poser plein de fois la question, selon toi, comment on ferait un bon ciel bleu? Si la personne n'a aucune connaissance, elle peut pas avoir cette connaissance en elle-même. Et peut-être que tu vas passer ensuite dans le rôle du coach, où si une personne a la connaissance, mais n'a pas suffisamment confiance en elle pour pouvoir l'utiliser, peut-être en posant la question, genre, bah, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Est-ce que tu as une peur? Est-ce que tu peux matérialiser cette peur, etc. Et ensuite, passer dans le mentorat en disant, je sais pas, quelqu'un qui dirait, bah, moi, je voudrais exposer mes toiles. Bah, écoute, moi, je l'ai fait, voici comment j'ai fait, prends ce que tu veux. Mmh. Peut-être que, Ouais. parce que c'est difficile de switcher. J'ai déjà eu ces discussions avec des personnes qui sont coachs aussi. Moi, je sais que j'ai un diplôme de coach, je me définis comme coach, mais en fonction de la personne que j'ai, je sors les quatre casquettes, des fois même au cours d'une même séance, parce qu'il y a, comment dire, l'être humain est tellement complexe, on arrive à la fois envoyer des gens dans l'espace et se poser chaque année la question, est-ce qu'on dort plus ou on dort moins quand on change d'heure? Tu vois la distance qu'il y a entre ces deux questionnements. Et du coup, c'est difficile, je pense, de rester dans un même rôle pour accompagner vraiment une personne en particulier. Mmh. Ouais, et si je résume vraiment, tout ça à une seule qualité dans la pédagogie, moi je dirais que c'est l'empathie finalement. C'est la Mm. capacité à écouter l'autre et après à avoir, comme tu dis, cette intelligence, émotionnelle d'adopter la bonne posture. Mhm. Mais, mais rien que le fait d'écouter les gens, moi je trouve ça juste énorme. Le fait de se dire: «OK, toi tu n'arrives pas à faire tel ciel», par exemple. Mhm. Hem, la personne a peut-être des problèmes techniques, mais elle a peut-être aussi des blocages en se disant: «Bah, moi, Ouais. par le passé, quand j'ai fait tel ciel, à chaque fois, ça a pas marché. Les ciels que je fais, ça fonctionne jamais de toute Mhm. façon». Bah, là, tu vas plutôt creuser non pas dans la technique que la Ouais. personne a déjà, mais plutôt dans sa manière d'aborder tel sujet. Mhm. Et là, Ah oui. ce qui se passe en général, c'est que lorsqu'on manque d'écoute, on a tendance à calquer notre propre vision des choses par rapport à quelqu'un qui a un stade qui est complètement différent. Mm. Oui, carrément. Et je pense que c'est important de se sentir écouté, de se sentir compris aussi. C'est parce que je pense que aussi ce que je recherche, peut-être quelqu'un qui a envie d'apprendre quelque chose, c'est d'être considéré, d'être reconnu, non pas comme juste quelqu'un qui ne sait pas, mais quelqu'un qui veut savoir. Du coup, il y a peut-être ce switch aussi à avoir quand tu cherches à être formé, quand tu cherches à être coaché. C'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de coachable. Est-ce qu'une personne est coachable? Et je pense qu'à travers ça, à travers cette question,
c'est qu'elle soit le fait d'être réceptif au coaching, je pense que c'est plus est-ce que la personne est réceptive au fait de vouloir évoluer. Je pense que c'est plus global que ça. Et, et peut-être que pour ça, de la même manière qu'un bon pédagogue a envie de donner aux gens d'apprendre, peut-être que les personnes qui ne sont pas coachables sont juste des personnes qui n'ont pas eu la bonne oreille. À ce moment-là, tu veux dire? Voilà. Et comment tu sais si tu es coachable ou pas? Comment tu Parce que il peut y avoir plein de croyances. Par exemple, moi, on va dire, j'ai envie d'apprendre, un art ou j'ai envie d'apprendre, l'aquarelle ou j'ai envie de souscrire à un de tes programmes. Est-ce que je vais me dire: «Ça va fonctionner pour moi» ou «Ça ne va pas fonctionner pour moi parce que» comment je peux savoir si je suis coachable ou pas, d'une part? Mm. Comment je peux savoir si ça va fonctionner pour moi? En fait, on peut avoir aussi plein de croyances Mhm. qui vont nous limiter. «Bah, non, mais les programmes en ligne, ça fonctionne pas et Ouais. puis, l'informatique, c'est pas mon truc et puis parler avec une personne, mais quelle idée! Est-ce que ça va vraiment m'aider?» Tu vois, c'est de l'immatériel tout ça. Mhm. C'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est uniquement de la matière grise et on est quand même, on peut être tenté de se dire: «Ben non, moi je veux bien me former, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit tangible. Je veux des résultats concrets, je veux une Mhm. garantie de résultat». Comment on peut, comment on peut basculer d'un état où on est un peu hermétique, Ouais. sans forcément utiliser le terme pédagogie, mais et de manière peut-être inconsciente, hein. On ne sait même Mhm. pas si on n'a même pas conscience que on se bloque et puis on se ferme des portes à un état où on est ouvert à la possibilité de, peut-être en lâchant ce côté garantie de résultat, parce que finalement il y Mhm. en a peut-être pas. Hem, comment tu vois la chose toi? Bah, donc si on résume cette question à comment savoir si on est coachable, je En pense, capacité ouais, où on accepte d'apprendre. ouais. Bah, je pense que la personne qui a tout, qui est vraiment hermétique, se pose même pas cette question, en fait. Tu vois, si, je pense que si tu te dis, tiens, est-ce que je suis capable d'apprendre? C'est que ça sous-entend que déjà que tu as un petit peu envie. Je suis pas sûr que quelqu'un qui se dise, tiens, est-ce que je suis coachable? Est-ce que je suis capable d'apprendre? Conclut par, bah non. Et du coup, il continue sa vie, comme ça. Donc, je pense qu'il y a une part, vraiment dans cette relation, du coup, si tu as envie d'apprendre, il y a une part de toi qui doit accepter que tu as envie d'apprendre, accepter que tu ne sais pas. Et par contre, tu peux très bien être coachable, être apprenant, mais pas forcément avec tout le monde. Si je fais un parallèle avec, admettons, quelqu'un qui enchaîne les échecs amoureux. À un moment, il va forcément se poser la question, ah, peut-être que c'est moi qui suis un problème, peut-être que je suis le problème, peut-être que je vais finir ma vie seul, peut-être qu'il y a personne pour moi, etc., etc. Donc peut-être qu'il y a jusqu'au moment où il est capable d'accueillir une nouvelle personne dans sa vie et que ça se passe bien. Et peut-être que c'est la même chose quand tu veux apprendre quelque chose, quand tu veux te faire coacher, quand tu veux être accompagné, c'est que tu réunis tous les éléments dans ta vie pour créer le bon moment, pour être capable d'accueillir un flux de connaissances, capable ensuite d'en faire un bon usage et du coup aussi de trouver une personne de confiance qui peut te partager ça. Mmh. Ouais, donc un bon indicateur de j'ai pas forcément je suis pas forcément dans les dispositions pour apprendre quelque chose, c'est peut-être lorsqu'on a des pensées qui commencent par: «Pourquoi c'est comme ça?» Mmh. Mais pourquoi à chaque fois ça déconne? Pourquoi ça Ouais. marche jamais? Ou des pensées qui nous définissent. De toute Mmh. façon, je suis nul en dessin. De toute façon, Mmh. je suis nul pour entreprendre. De toute façon, j'arriverai jamais à quelque chose. Mmh mh. Et ça, c'est peut-être la première marche de prise de conscience. À partir du moment où on réalise qu'on a ces pensées dans nos têtes, rien que le fait de le réaliser,
Je pense que c'est la première marche. Et ensuite, la deuxième marche, au lieu de se poser des questions qui nous enferment, pourquoi c'est comme ça? Et là, en fait, il y a aucune action possible. Mmh. Je suis comme ça, je n'arrive pas à. C'est comme ça. Ouais. Si on bascule de déjà prendre conscience de ça, première étape. Deuxième étape, qui autour de moi peut m'aider Mmh. à sortir de ça, peut m'aider à résoudre ce problème sur, le dessin, ce problème sur les relations amoureuses et cetera. Mmh. Et là, on arrive au fait de on peut apprendre, mais pas auprès de n'importe qui. Ouais. Et là, après les critères les critères d'une bonne personne, c'est déjà le feeling. C'est déjà le feeling, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, est-ce que je partage les valeurs de cette personne-là? Le deuxième critère, c'est est-ce que cette personne-là a eu les résultats que j'aimerais avoir? Mmh. Et le troisième critère, c'est est-ce que cette personne-là a formé déjà des personnes un peu comme moi, Ouais. dans lesquelles je me reconnais, qui ont eu aussi des résultats? Mmh. Moi, je dirais que c'est les 3 critères qui permettent de répondre à la question: «Qui serait à même de m'aider?» Alors sans forcément me faire passer de 0 à 100 Ouais. sur une échelle de performance, mais déjà à me sortir d'une torpeur ou à me faire prendre conscience de certains schémas que je répète en moi et qui me minent. Carrément. C'est pour ça qu'il faut à la fois une bonne connaissance de soi, pour aussi savoir qui peut t'aider parce que effectivement, il faut pas s'arrêter à: «De toute façon, je suis comme ça, genre je suis incapable de dessiner». Mais par contre, il y a aussi l'idée de savoir quel type de pédagogue tu as besoin. Parce que, toi, autant tu peux pas faire d'essentialisme au sens de c'est pas parce que tu ne sais pas dessiner maintenant que tu ne sauras jamais dessiner. Par contre, tu as des traits de caractère vraiment très profonds, genre quelqu'un qui a tu vois, si on prend le cas du sport, tu as des personnes qui sont beaucoup plus réceptives à des coachs qui vont dire: «Allez, vas-y, tu peux y aller, c'est quoi cette chiffre-là?» et cetera. Et d'autres personnes qui vont être plus réceptifs à: «C'est bien, tu en as fait 2, je suis sûr que tu peux en faire 3». Ils sont plutôt dans le positif. Hem, donc par contre, il faut connaître ça. Il faut savoir à quoi tu es beaucoup plus réceptif en termes de récompense. Parce que dans la un bon pédagogue, c'est aussi quelqu'un qui va récompenser les petites victoires, toutes les victoires et continuer de croire en la personne à son apprenant. Mais du coup, il faut savoir quelle méthode va au mieux avec quel type de personne tu es. Mmh. Un pédagogue qui arrive à croire plus en l'élève que l'élève ne croit en lui-même, ça, j'ai l'impression que c'est une des forces les plus puissantes. Ça, je me souviens d'un témoignage de Anne qui m'a dit: «Croire en nous, croire que c'est possible, c'est probablement une des plus belles choses que tu puisses nous offrir». Mmh, Et ça, c'est les personnes que j'accompagne plus personnellement, je ouais. trouve ça quand elle m'a dit ça, ça m'a fait l'effet d'une gifle en me Mmh mh. disant: «Mais ah oui, en fait, c'est ça qui est important». Mmh mh. Ça m'étonne pas et je pense que c'est effectivement le plus beau cadeau qu'on peut faire à des individus. Il y a un côté presque religieux là-dedans, du fait de croire en des gens qui ne croient pas en eux. Heu, Comme on dit des fois qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et pourtant on dit: «Ouais, mais Dieu croit en toi». En tout cas, il y a cette idée de quand tu crois en quelqu'un plus que lui-même ou en son projet ou quelque chose comme ça, je pense que c'est ce qui peut lui donner la meilleure des forces pour continuer d'avancer. Mmh. Bah, écoute, ouais, je pense qu'on peut rester là-dessus. Mmh. Ça me Bah, paraît être merci une belle Simon. fin. Ouais, c'est une belle fin. Merci Simon. Bah, merci à toi Rémi. Bah, écoutez, j'espère que cette, émission vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Simon ou sur moi-même, vous avez toutes les informations en description de cette vidéo et cette émission est également diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous et à bientôt. Salut!